Bonjour à toutes et à tous, bonjour Philippe. Bonjour. Alors merci d'être présent pour cette, webconférence du mois de mars, voilà. Nous allons parler ensemble, du recrutement des artistes, étrangers. Alors pour ce faire, comme d'habitude, on va vous présenter un petit support. La webconférence est enregistrée, dès demain au plus tard sur la chaîne YouTube d'Audience, et vous aurez aussi accès au support, PDF. Alors, on commence par un petit passage. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Oui, c'est bon Pascal, on peut y aller. Allez. Donc, une petite demi-heure ensemble sur la question de la rémunération des artistes étrangers. J'oubliais de dire, mais je pense que la majorité d'entre vous, vous le savez, vous avez sur la partie droite de votre écran une petite zone sur laquelle vous pouvez échanger et on tâche de répondre aux questions et sinon, on en parle à la fin. Alors, un plan en 3 parties. Rapidement, parce que c'est pas l'objet exactement de la webconférence, c'est on rappelle les dispositions sur, la venue en France, hein, les questions d'autorisation de travail. Et sinon, le cœur de notre affaire, c'est, le recrutement. Alors on va parler contrat, contrat de travail, contrat de prestation de service. On verra quelles sont les règles et ensuite, on parlera rémunération, avec les 2 aspects de la rémunération, l'aspect cotisation sociale, mais aussi, l'aspect fiscal, c'est-à-dire la question, de savoir où est dû l'impôt. Préambule donc, déjà la notion d'étranger. Alors on peut évoquer la notion d'étranger sur, 3 aspects. Alors l'aspect le plus général, celui qui est, connu de tous, c'est l'aspect, civil. L'étranger, c'est la personne qui est en France, et qui ne possède pas la nationalité française. Bon, c'est pas le sujet qui nous importe. Nous, par rapport à nos problématiques, ce qui nous importe, c'est l'aspect fiscal et l'aspect social, sur les questions de savoir où sont dues les cotisations. Alors sur l'aspect fiscal, c'est est-ce que la personne est résident fiscal en France? Est-ce qu'elle paye ses impôts en France? Et sur l'aspect social, la question c'est est-ce que la personne est assurée sociale en France auprès d'un des régimes de base de la sécurité sociale? Bien. Alors, toujours dans le préambule, la question de la venue en France, que ce soit le séjour et le travail. Alors, on peut faire simple, et on va essayer de faire simple, en en commençant par, la question qui est: est-ce que l'artiste en question est ressortissant, d'un des États membres de l'Union européenne ou, membre d'un des pays de, l'espace économique européen, voire de la Confédération helvétique? Si la réponse est oui, il n'y a pas d'autorisation de travail à obtenir pour cet individu, pas de problème. Si la réponse est non, alors là, il y a une deuxième question qui est, pourquoi, l'artiste en question vient en France? S'il vient en France pour une activité salariée, pour une durée inférieure ou égale à 3 mois, dans le cadre de la production d'un spectacle vivant ou d'un spectacle enregistré, dès lors qu'il s'agit, d'un emploi, d'artiste ou de personnel technique, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas d'autorisation de travail. Mais si la réponse est non, il faut faire les démarches, pour demander une autorisation de travail. Pour information, le site internet Arsena, le centre de ressources du spectacle, a évidemment un certain nombre de fiches pratiques et pour aller plus en détail là-dessus, je vous recommande la fiche pratique d'Arsena là-dessus. Bien, alors évidemment, on peut se poser la question des anglais. Là aussi, un site internet, le ministère de l'Intérieur, a mis une page spécifique sur, ce que change, le Brexit, par rapport, aux travailleurs dans l'Union européenne. Pour ce qui est des Anglais, on se retrouve dans le schéma que vous avez à l'écran, mais on va voir qu'il y a des particularités, d'un point de vue social, où en fait, on va pouvoir, accueillir des artistes anglais selon le même processus qu'auparavant. Voilà sur ce sujet.
Alors maintenant, attaquons, le fond de notre sujet, le recrutement. 2 aspects donc, le contrat d'un côté, la rémunération de l'autre. Alors sur le contrat avec l'artiste, qu'est-ce que l'on a comme, comme éléments, juridiques, sur lesquels, s'appuyer? Alors, on a déjà, on se rappelle déjà qu'en France, depuis plus d'une cinquantaine d'années, il existe une présomption de salariat pour les artistes du spectacle. Le principe donc, c'est que, lorsque l'on sollicite un artiste en vue, de la production d'un spectacle sur lequel il intervient, le principe donc, c'est une rémunération sous forme de salaire. Bien. Depuis 2006, cet article du code du travail, le L7121-3, eh bien, il y a une petite exception pour les ressortissants, pour les artistes ressortissants d'un pays de l'Union européenne. Je cite l'article, c'est le L7121-5. Voici ce qu'il nous dit. Il nous dit que la présomption de salariat pour les artistes du spectacle ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État membre de l'EEE, dès lors où il y a également des services qui seraient analogues à ceux qu'ils viendraient exercer en France par la voie de prestation de services à titre temporaire et indépendant. En 2 mots, on comprend quoi? On comprend que la présomption de salariat, heu, selon certaines conditions, eh bien, ne s'applique pas aux artistes, qui seraient originaires d'un autre pays de l'Union européenne. Voyons ça un peu plus en détail. Alors on repose la question: est-ce que l'artiste, est ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays de l'espace économique européen? La réponse est oui. OK. Est-ce qu'il exerce le métier d'artiste en qualité de travailleur indépendant? Imaginons que ce soit le cas. Il est immatriculé en tant qu'indépendant, il est indépendant dans son pays d'origine, il exerce son métier d'artiste du spectacle en tant qu'indépendant. OK. Est-ce qu'au moment où il vient en France, est-ce qu'il a obtenu le formulaire A1, formulaire dont on reparle tout à l'heure, mais que l'on demande auprès de sa caisse de sécurité sociale et qui va attester qu'au moment où l'on part dans un autre pays de l'Union européenne, on continue à être couvert par la sécurité sociale de son pays d'origine. Donc est-ce qu'il vient avec ce formulaire, avec la mention travailleur non salarié, ce qui est sa situation dans l'exemple que l'on prend? Si la réponse est oui, est-ce qu'il exerce en France de manière temporaire et indépendante? Est-ce qu'il vient exercer son métier par la voie de prestation de services de manière indépendante? De manière indépendante, ça veut dire sans lien de subordination avec la structure avec laquelle il a négocié sa venue. Si la réponse est oui, OK, le contrat de prestation est possible. Mais si la réponse est non, eh bien, s'il n'exerce pas de manière indépendante, sans lien de subordination, eh bien, dans ce cas-là, on revient sur le schéma classique qui est contrat de travail. Et bien sûr, si je reviens tout au début, si l'artiste n'est pas ressortissant d'un pays de l'Union européenne, eh bien, dans ce cas-là, présomption de salariat, la présomption de salariat s'applique, donc contrat de travail. Voilà sur le schéma. Formulaire A1, on en parlait. Le formulaire A1, c'est un formulaire qui est propre aux pays de l'Union européenne, qui, atteste, encore une fois, quand on l'obtient, quand il est dûment rempli par sa caisse d'assurance, sociale, la caisse d'assurance maladie, en France par exemple, ça atteste que pendant une certaine durée, je continue à être, couvert par mon régime de sécurité sociale au moment où je vais travailler, dans un autre pays de l'UE. Dans l'Union européenne donc, il s'agit du formulaire qui s'appelle A1, mais dans les autres pays, les pays tiers à l'Union européenne, il peut exister un accord de maintien de la sécurité sociale entre la France et tel ou tel pays, et dans ce cas-là, le formulaire, eh bien, il a une autre dénomination. Alors par exemple, donc là, on a fait un extrait de la page 2 du formulaire et on voit bien que, eh bien, il y a 2 grandes options. Est-ce que c'est un travailleur qui est salarié, qui est détaché, ou est-ce que c'est un travailleur qui est non salarié, hein? Les 2 grandes situations, concernant les modalités de travail.
Bien. Alors, qu'est-ce que le détachement? Alors le détachement, il y a 2 définitions selon que l'on parle du droit du travail ou du droit de la sécurité sociale. En droit du travail, quelqu'un qui est détaché, c'est un salarié d'un employeur qui est établi hors de France, qui va exécuter son travail en France pendant une durée limitée, hein. C'est ça le détachement. Bien. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le détachement en matière de sécurité sociale. Eh bien, c'est ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, il s'agit du maintien au régime de protection sociale du pays habituel d'emploi lors d'un travail effectué temporairement à l'étranger. Ce mécanisme de détachement a été mis en place dans l'Union européenne il y a une cinquantaine d'années pour favoriser les échanges et pour harmoniser le maintien de la protection sociale. Bien, voilà déjà pour le détachement. Donc, par rapport à notre sujet, quand on parle de détachement, il faut bien comprendre que l'on prend le sujet au regard de la sécurité sociale. Alors, deuxième question, logique, quels sont les pays pour lesquels un artiste peut être en détachement en France? Alors d'un côté, il y a évidemment tous les pays de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, au regard du règlement de coordination des systèmes de sécu, aucun problème. Et puis, il y a aussi les artistes qui sont originaires de pays avec qui la France a signé une convention de sécurité sociale. On a une vingtaine de pays dont vous avez la liste à l'écran. Où est-ce qu'on trouve toutes ces informations? Eh bien, on trouve toutes ces informations sur un site internet qui est dédié à ces sujets, qui s'appelle le CLEIS, le Centre de liaison européen et international de sécurité sociale, en accès libre. C'est sur ce site internet qu'on a toutes ces informations. On continue. Troisième question. On a compris ce que c'était que le détachement. On a vu quels étaient les pays pour lesquels il pouvait y avoir un artiste détaché en France. Troisième question, c'est quoi la conséquence, hein? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on a quelqu'un qui est en situation de détachement? Alors, première situation, l'artiste est en situation de détachement et il relève du régime des travailleurs salariés, ou tout du moins, je dois le salarier. Donc, on a bien compris qu'il continue à bénéficier de la couverture sociale de son pays d'origine. Bien. Alors, que doit faire l'employeur français? Alors, premier point, l'artiste va lui transmettre le formulaire de détachement. Donc, si c'est un artiste originaire d'un pays de l'Union européenne, il lui transmet son formulaire A1, dûment rempli, avec notamment les dates, hein, des dates durant lesquelles il est en situation de détachement. Deuxième étape, fort de ce formulaire, eh bien, l'employeur, au moment de rémunérer l'artiste, va lui faire un bulletin de salaire, sur lesquels il n'y aura pas les cotisations sociales dues en France. Pourquoi? Parce que de par le fait que la personne est détachée, la conséquence de ça, c'est que les cotisations sociales ne sont pas dues dans le pays où il travaille, mais sont dues dans le pays d'origine. Donc, on aura un bulletin de salaire sur lesquels il n'y aura pas les cotisations de sécurité sociale, ni même les cotisations qui ont la même base de calcul, qui ont la même assiette, comme les cotisations de retraite complémentaire, de formation professionnelle, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe en cas de contrôle URSSAF? Le bulletin de salaire pouvant être assez original. Eh bien, en cas de contrôle URSSAF, l'employeur devra montrer le fameux formulaire A1 qui justifie le fait que les cotisations n'ont pas à être payées en France. Deuxième situation, l'artiste n'est pas en situation de détachement, il n'a pas fourni de formulaire, donc il doit être couvert par le régime de protection sociale français, le régime de sécurité sociale. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au moment du paiement, l'employeur va faire un bulletin de salaire et ce bulletin de salaire sera quasiment identique à un bulletin de salaire d'un salarié français, avec deux particularités. La première, c'est qu'il n'y a pas de cotisation CSG et CRDS, de contribution CSG et CRDS. Et la deuxième particularité, c'est que le taux de la cotisation d'assurance maladie
est plus élevé que le taux de droit commun. On a une part patronale à 9,1% et une part salariale à 3,85%. Donc ça, c'est juste ces changements dans le logiciel de paye qui doivent être intégrés. Je reviens sur le sujet du paiement des cotisations dans le cas d'un salarié détaché. Donc on a bien compris, dès lors qu'on peut justifier que la personne est en situation de détachement, les cotisations sociales, pour la plupart, on va voir le détail tout à l'heure, ne sont pas dues en France. Où est-ce qu'elles sont dues? Elles sont dues dans le pays d'origine. Ça veut dire que là aussi, on doit retourner, par exemple, sur le site du CLEIS dont on parlait tout à l'heure, pour être capable d'identifier où était basé l'organisme de sécurité sociale du pays en question, de manière à ce qu'on puisse identifier aussi les taux des cotisations applicables, de manière à pouvoir payer les cotisations sociales dans le pays d'origine. Hein. C'est ça la règle. Hein. Alors justement, passons à l'aspect rémunération. Je reviens sur la notion d'étranger, avec les deux aspects qui nous intéressent sur la rémunération, l'aspect fiscal, l'aspect social. L'aspect fiscal, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est résident fiscal en France? Si la réponse est oui, ce sont les règles de droit commun, avec donc depuis quelques années, on le sait, le fameux PASS, prélèvement à la source. Si la réponse est non, il y a ce qu'on appelle une retenue à la source, hein, pour les artistes étrangers, sauf si il y a une convention fiscale entre la France et le pays d'où est originaire l'artiste, qui spécifie un lieu d'imposition particulier. Et en ce qui concerne le social, la question c'est, est-ce que l'intéressé est assuré social en France? Si la réponse est oui, bulletin de salaire classique. Si la réponse est non, la question c'est il est détaché ou non détaché. D'accord? Voilà donc sur déjà les points clés. Alors ensuite, donc, rentrons dans le détail du traitement social de la rémunération. Commençons par le salarié détaché. Alors, regardez dans la vignette, il y a marqué salarié auto-détaché. Parce qu'en fait, pour certains artistes, il y a enfin, pour les artistes dont on parle durant cette webconférence, il y a cette situation particulière où en fait, très souvent, ce sont eux-mêmes qui vont à leur caisse de sécurité sociale et qui demandent eux-mêmes le fameux formulaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'auto-détachent parce que pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas forcément d'employeur principal. C'est pas l'employeur qui les détache, c'est eux-mêmes qui s'auto-détachent et ils ont le droit d'aller demander ce formulaire dès lors que derrière le processus suit. Donc, c'est pour ça qu'on a précisé salarié auto-détaché. Bref, sur la rémunération, on est donc sur un bulletin de salaire avec, dans le détail, les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues en France. Les cotisations d'assurance chômage, non plus. Les cotisations de retraite complémentaire, non plus. Les cotisations prévoyance et santé, non plus. La cotisation congé spectacle, elle, reste due. Elle reste due. Elle reste due, sauf si l'employeur est capable de démontrer, l'employeur français, que dans le pays d'origine de l'artiste, il bénéficie de droits au congé payé au moins équivalents aux règles qui existent en France et que durant sa venue en France, il génère des droits à congé, ce qui n'est pas possible pour le salarié auto-détaché. Donc la plupart du temps, on va dire dans 99,99% des cas, la cotisation congé spectacle est due. La cotisation formation professionnelle, elle n'est pas due en France non plus, étant donné qu'elle est assise sur les mêmes bases que les cotisations de sécu. Et en ce qui concerne la cotisation à Thalys Santé, vous savez, pour financer le suivi de la santé au travail des artistes ou des techniciens, il n'y a pas de réglementation spécifique à notre connaissance pour les étrangers. Deuxième situation, donc le salarié non détaché, donc il n'a pas fourni de formulaire attestant un détachement. Je fais un bulletin de salaire et j'ai les mêmes cotisations que pour un salarié français, avec donc deux particularités que l'on a déjà dit tout à l'heure. D'une part, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de CSG-CRDS, et d'autre part, les taux
de la cotisation assurance maladie sont plus élevés, sont particuliers dans le cas d'artistes étrangers. Ça, c'est sur le social. Et on termine avec le fiscal, avec donc les deux grandes situations. Première situation, imaginons que l'artiste soit résident fiscal en France, cas d'école. C'est le calcul du prélèvement à la source selon les règles que l'on connaît, avec taux personnalisé ou taux barème, bref. S'il n'est pas résident fiscal, il y a deux situations. Si il n'y a pas de convention fiscale particulière entre la France et le pays d'origine de l'artiste, le pays où il est domicilié fiscalement, on applique une retenue à la source. Hein, c'est pas un prélèvement à la source, c'est une retenue à la source, même si en final c'est la même chose. Pour les artistes du spectacle, c'est l'article 182A bis du Code général des impôts qui fixe les règles. Les règles, c'est brut moins un abattement de 10%, ça c'est l'assiette, et le taux c'est 15%. On est sur un paiement très forfaitaire. A contrario, si la convention fiscale qui lie la France et le pays d'origine de l'artiste précise quelque chose, eh bien, elle peut préciser deux choses, soit que l'impôt doit être payé dans le pays d'origine, soit que l'impôt doit être payé en France. Et s'il est dû en France, on revient sur les règles de la retenue à la source. Sur le site impôt.gouv, on trouve l'onglet où il y a la liste de toutes les conventions fiscales bilatérales entre la France et les pays pour lesquels une convention a été négociée. Et la plupart du temps, c'est du côté de l'article 17 de la Convention que l'on lit les particularités concernant les artistes du spectacle. Je préviens, la première fois qu'on lit, qu'on essaye de lire une convention fiscale bilatérale, et notamment quand on trouve l'article qui nous intéresse, la lecture, la première fois, n'est pas aisée. Hein. Il faut prendre son mal en patience et lire avec attention pour comprendre l'articulation entre le pays contractant, l'autre pays contractant. C'est pas forcément facile, mais on y arrive. Voilà, là-dessus. On a terminé cette webconférence. On va passer évidemment au chat et aux questions. Dans tous les cas, nous vous proposons de nous retrouver le jeudi 14 avril 2022, le matin, 10h, 10h30, et on fera un point sur les conventions collectives. On fera un point important pour mettre les choses à plat d'un point de vue des fondamentaux des conventions collectives, et puis mettre en avant les différentes conventions collectives du spectacle pour identifier à la fois leur champ d'application de matière précise, et puis on fera un focus sur les dispositions concernant la protection sociale pour chacune de ces conventions collectives. Voilà, alors on va passer au chat maintenant. Oui, Pascal, on a eu quelques questions sur un thème qui est assez récurrent, enfin plusieurs questions sur un même thème plutôt, que j'ai mis dans les favoris. C'est surtout la question comment ça se passe si on embauche un artiste étranger, mais dans son pays d'origine. Alors le point, c'est il faut partir de deux choses. Il y a la question de qui est l'employeur, d'accord? Donc là, je comprends que ça serait un employeur français. Et où est-ce qu'il travaille? Donc là, en l'occurrence, il vient travailler dans le pays, dans le pays étranger, et pour le coup, le pays étranger, là où il y a l'artiste. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans chacun des autres pays, mais on peut faire sans doute un parallèle avec les règles en France. Donc, inversons la situation et on explique comment ça marche en France. Je suis donc une entreprise étrangère, je viens travailler en France où je recrute un Français. Hein, c'est ça l'effet miroir de la question. Eh bien, en France, il y a un qui s'appelle le titre firme étrangère, qui est géré par l'URSSAF du Bas-Rhin, qui s'occupe, pour les entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France, eh bien, qui s'occupe de gérer tout l'aspect cotisation sociale par rapport aux Français que cette entreprise étrangère recrute donc en France. Donc voilà ce qui se passe en France. Il est probable qu'il y ait ce même type de mécanisme dans d'autres pays.
peut-être pas à l'identique, mais il est probable que ça se passe comme ça. Maintenant, il faut se renseigner sur les règles de chaque pays. On a une question aussi que j'ai mis de Céline, que j'ai mis là aussi, en favori. Sur le cas d'une artiste résidente française de nationalité française qui paye ses impôts en France, elle a un formulaire A1 pour payer ses cotisations elle-même en Suisse, avec une situation professionnelle en travailleur non salarié, donc avec un cas très particulier. Une activité non salariée, est-ce compatible? Donc est-ce que l'ensemble de ces critères sont compatibles? Voilà, je relis la Question question parce c'est la qu'en effet, il y question a pas mal de choses. question de Céline que j'ai mis en favori à 10h19. Je lis, je lis. Donc, l'employeur est français, j'imagine? Oui. OK. Donc on a une Française, qui a obtenu un formulaire A1 pour payer les cotisations elle-même en Suisse. Donc ça veut dire que d'un point de vue social, elle est en Suisse et pour le coup, elle a une activité, non salariée. J'avoue que je comprends pas la question. Oui, c'est un peu, Je désolé Céline, il assez faut complexe. faut la refaire une fois, faut la refaire une fois. Alors après, je suis en train de mettre aussi quelques questions en favori. On a des cas un petit peu particuliers. Question aussi de, Maxence. Quid de l'embauche d'un artiste européen dans un autre pays de l'Union européenne par un employeur français? Alors dans ce cas-là, on se retrouve, à mon sens, sur les règles qu'on a posées Mmh. durant le webinaire, hein. C'est-à-dire que l'employeur français recrute cet étranger pour qu'il travaille en France ou dans un autre pays qui n'est pas le sien. À mon sens, on est sur les mêmes règles que l'on a exposées. On a une question aussi de Vincent, 10h24. Bonjour, concernant les notes de droit d'auteur, avec un formulaire A1, est-on exonéré des cotisations AGSA? C'est une bonne question, c'est une bonne question. Hem, Spontanément, je dirais oui, étant donné que bon, bah, c'est plus la GESA qui gère ça, c'est directement l'URSSAF du Limousin, mais ça, c'est technique. Étant donné que les artistes relèvent du régime général, les artistes plasticiens relèvent du régime général de la sécurité sociale, je pense que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, mais à vérifier par sécurité. Une question de Benoît aussi. Quel serait le schéma pour un artiste allemand qui vit et travaille aux États-Unis et vient travailler en France temporairement? Donc avec ça se croise. Ouais, 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 ouais. Eh bien, je pense que ça renvoie à notre vignette du tout début où en fait, ah, tu l'as effacé? Ah pardon. Bah, j'étais en train de Ah lire, pardon, oui, pardon. excuse-moi, excuse-moi, ça y est, je la remets. Heu, non, même raisonnement. On a un employeur français qui recrute, un étranger, OK. Il vit et il travaille aux États-Unis, OK. Ça veut dire que fiscalement et socialement, il relève des règles, des États-Unis, donc on est a priori pas en relation avec un État membre de l'UE, mais un État tiers et donc est-ce qu'il y a, qui la convention, de sécu, qui la convention fiscale? Une question aussi de Kouti, à 10h25. Sur les charges dues en cas de détachement, il n'y a pas de différence entre les détachés A1 et les détachés des pays tiers, notamment les cotisations chômage ne sont pas dues pour les ressortissants des pays tiers. Enfin, c'est une question. Alors, la question c'est, on sait ce que dit, la convention qui coordonne les régimes de sécurité sociale dans l'Union européenne. Elle vise en effet, les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations qui ont leur même, qui ont leur assiette sur la même base. La question c'est, est-ce que, la convention de sécu avec un pays tiers, est-ce qu'elle dit la même chose? La plupart du temps, on est sur les mêmes règles, c'est-à-dire qu'il y a l'exonération de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et des cotisations qui sont sur la même assiette. Mais dans l'absolu, c'est vrai qu'il faut aller lire la convention de sécurité sociale pour identifier si il y a exactement les mêmes règles que pour les relations entre les pays européens. Je remonte un petit peu. On a aussi une question de Claudia, une question d'actualité. Un artiste qui vient d'Ukraine souhaite travailler en France en tant qu'auto-entrepreneur. Est-ce possible? Ah, alors il y a l'auto-entrepreneuriat. Alors, on rappelle on rappelle qu'en France, les artistes sont
présumés salariés. On est d'accord? On a vu tout à l'heure notre schéma où il était possible de déroger à cette règle de la présomption de salariat uniquement pour les artistes originaires d'un pays de l'Union européenne, et encore, s'ils exerçaient de manière réellement indépendante, sans subordination juridique. Donc, pour un artiste qui vient d'un pays hors Union européenne, c'est le cas de l'Ukraine, il ne peut pas intervenir en France pour faire son travail d'artiste en tant qu'auto-entrepreneur. Une question ensuite de Floriane sur l'activité indépendante. Exercer son activité de manière indépendante sans lien de subordination ne concernerait donc que les artistes seuls en scène. Et doit-on considérer qu'à partir du moment où il y a un travail de groupe avec un metteur en scène ou chorégraphe, le lien de subordination est caractérisé? Ah ben, Floriane a tout à fait identifié la situation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un cas d'espèce où effectivement, on est sur un artiste qui serait son propre producteur, qui serait genre seul en scène et qui n'aurait, j'allais dire, de compte à rendre à personne. Dès lors que l'artiste intervient dans le cadre de quelque chose qui est organisé, où il y a d'autres artistes et où il y a eh bien, quelqu'un qui pilote tout ça, un chorégraphe, un metteur en scène, ben oui, il y a de la subordination. Donc, dans ce cas-là, ça me semble difficile que cet artiste, quand bien même il serait membre d'un pays de l'Union européenne et que la présomption de salariat pourrait ne pas s'appliquer, ça me semble difficile qu'il puisse exercer en tant qu'indépendant dans cette situation-là. Une question de Eva concernant donc les cotisations. Dans le cas d'un contrat exclusif d'enregistrement avec un artiste étranger membre de l'Union européenne, comment lui payer ses redevances? Quelles sont les cotisations indiquées sur le bulletin de paye? Et est-ce la même chose que pour l'engagement dans le cadre d'un spectacle? Alors là, ce qu'on évoquait évidemment, c'était le cas de la prestation physique d'un artiste, une prestation dans un spectacle, ou voilà. Là, ce qui est évoqué, c'est le cas d'un enregistrement. Alors, dans l'enregistrement, ben, il y a une prestation physique, il y a un enregistrement à un moment donné où la personne est en studio et il y a un enregistrement. Donc, a priori, on est sur les mêmes règles. En revanche, si l'on parle de l'exploitation, là, on glisse du droit du travail au droit de la propriété intellectuelle. Là-dessus, je sèche un peu. Je ne sais pas si, là, à brûle pour point, j'aurais du mal à répondre. Il faudrait revoir le schéma, étant donné que il y a toujours des cotisations de sécurité sociale sur les redevances. Les redevances, dans certains cas, ne sont pas considérées comme du salaire. Enfin, non, la rémunération n'est pas forcément considérée comme du salaire, et c'est pour ça que ça s'appelle redevance dans ce cas-là. Je ne sais pas, il faudrait creuser. Là, je ne peux pas répondre comme ça. Alors, on a aussi une question d'Ingrid. Comment ça se passe, comment se passe la situation si un employeur français embauche un artiste au Togo et au Madagascar, donc Madagascar qui est un pays donc ayant un accord avec la sécurité sociale, un accord avec la France, qui travaillent dans leur pays. Ces artistes ne sont pas affiliés au régime de sécurité sociale de leur pays. Je ne sais pas trop ce qu'on peut y faire. Le précompte est-il le même que le classique? Alors, l'employeur français qui embauche un artiste au Togo et ou à Madagascar, donc on imagine un artiste togolais et ou malgache, ok, On a les deux, il me semble. pays qui ont un accord de maintien de la sécu avec la France, ok. Mais, je lis, ces artistes ne sont pas affiliés au régime de sécu de leur pays. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de fournir un quelconque formulaire de détachement, donc les cotisations sont dues en France. On a plusieurs questions sur les Allemands. Une question de Sylvie. Pouvez-vous me dire si un artiste indépendant allemand peut ne pas être salarié et présenter une facture? Cela nous arrive souvent. Oui, ben, on en revient effectivement à cette question qui est, ben, qui est centrale. On l'a vu tout à l'heure avec la remarque de Floriane. Donc il peut arriver dans d'autres pays de l'Union européenne que des artistes du spectacle relèvent du régime des indépendants. OK. En France, ils relèvent du régime des travailleurs salariés, notamment de par le fait qu'il y a la présomption de salariat. OK, très bien. Ben là, il faut revoir
l'article qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que cet artiste du spectacle allemand, est-ce que, un, il est bien indépendant dans son pays d'origine? Réponse oui. Est-ce qu'il vient bien de manière occasionnelle en France exercer son métier via la prestation de service, donc en tant qu'indépendant, et est-ce qu'il le fait de manière indépendante? Si la réponse est oui, ok, il peut fournir une facture. Si la réponse est non, je pense que si l'on accepte la facture, et en cas de contrôle URSSAF, eh bien, le contrôleur URSSAF pourrait considérer que cet artiste allemand n'aurait pas dû être rémunéré sous forme de facture, mais en tant que salarié, de par l'organisation du spectacle. Une autre question de Nati concernant les cotisations, concernant la cotisation du casque. Est-ce qu'elle est due en cas de détachement? Je ne connais pas de règles spécifiques qui excluent la cotisation casque pour ce qui est des artistes étrangers. Ah, et la formation continue? Alors là, pour le coup, la formation continue, la cotisation AFDAS chez nous, elle est assise, c'est la même base que pour la sécurité sociale, hein, c'est très lié, donc la cotisation n'est pas due. Alors, il y avait Céline qui reformulait sa question. Oui, Donc, artiste fiscalement imposé en France, avec une adresse de résidence en France, engagé par un employeur français pour une prestation en France. Elle a produit un formulaire A1 pour payer ses cotisations elle-même en Suisse. Est-ce possible? Le formulaire indique, indique activité non salariée, travailleur non salarié détaché. alors de par la fin de la question, le formulaire indique activité non salariée, travailleur non salarié détaché. Si vous la recrutez en tant que salarié, les cotisations sont dues en France. Il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence. Ce n'est que si elle est effectivement donc, non salariée au regard du régime suisse et qu'elle intervient en France de manière totalement indépendante, comme on a dit plusieurs fois déjà, qu'il est possible de rester dans ce cas-là et que les cotisations soient dues dans son pays d'origine. Une question de Karine par rapport aux artistes anglais. Dans le cas d'un artiste anglais avec le formulaire A1, le travailleur non salarié, peut-on accepter sa facture au regard de l'accord de coopération signé ou doit-on le salarier? On est toujours et encore sur ces mêmes situations. Alors pour les artistes anglais, on est peut-être passé un petit peu vite tout à l'heure, mais pour les artistes anglais, au regard du Brexit, eh bien, il y a eu un accord de coopération qui a été signé au mois d'avril l'an dernier, avril 2021, qui, pour faire court, maintient les règles applicables en matière de détachement. Bon, pour faire court. Donc, vous avez un artiste anglais qui vous fournit un formulaire A1 en tant que non salarié, pas de problème pour accepter sa facture, dès lors que la prestation qu'il va exercer pour vous en France soit exercée de manière tout à fait indépendante. Une question de Anne, donc elle est employeur française. J'embauche un artiste français fiscalement, mais dont l'employeur principal est basé à l'étranger. L'artiste a un formulaire A1 et l'artiste paye ses cotisations sociales dans le pays étranger et paye ses impôts en France. Est-ce bien ça? Je suppose que la question, c'est est-ce que la situation est normale ou est-ce qu'elle est correcte? Bon, je ne sais pas si la situation est normale, mais ce qui est important, c'est de payer ce que l'on doit payer. Là, en l'occurrence, je ne peux pas savoir si c'est normal, c'est un état de fait. Voilà, je ne sais pas trop quoi répondre là-dessus. Une question de Florence. Pour un artiste détaché, vous avez parlé de reverser les cotisations de sécurité sociale dans le pays d'origine. Comment? Je pense qu'elle se pose la question, comment concrètement? That's the point. Eh oui. Eh oui. Donc ce que l'on dit, hein, quand on a donc le fameux formulaire de détachement A1 ou autre, si c'est pour un autre pays, on dit bien les cotisations de sécurité sociale ou certaines cotisations sociales ne sont pas dues en France. Hein, c'est ça la formulation. C'est certainement pas il n'y a pas de cotisation sociale. Ça, c'est pas juste de dire ça.
Bon, donc les cotisations sociales ne sont pas dues en France. Très bien. Elles sont dues où? Ben, on l'a dit, dans le pays d'origine de l'artiste, là d'où il a eu son fameux formulaire de détachement. Alors comment? Eh bien, très concrètement, il faut, un, identifier l'organisme de sécurité sociale auprès duquel les cotisations sociales sont payées habituellement. Hein, je l'identifie. Deux, j'identifie quels sont les taux des cotisations applicables sur les rémunérations, les taux des cotisations donc du pays en question. Trois, je dois donc les calculer, ces cotisations. Il y a une part salariale, il y a une part patronale, il y a les deux. Je dois les calculer. Si c'est une part salariale, je dois faire une sorte de précompte. Je dois les calculer et je dois les reverser. Voilà ce que je dois faire. Alors, en théorie, les choses sont claires, j'ai compris ce que je dois faire. Le problème, c'est la pratique. C'est-à-dire comment entrer en contact avec cet organisme étranger pour pouvoir payer les cotisations, pour pouvoir reverser les cotisations, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Et donc, alors, sur le site du CLEIS, il y a les adresses des organismes pour chaque pays. Il y a une autre option qui est de mandater l'artiste sur le paiement des cotisations. Alors, dans ce cas-là, on identifie les cotisations, on les calcule par patronal, par salarial, tout ça, et on mandate l'artiste pour qu'il les reverse dans son pays d'origine. Mais là aussi, quel contrôle avons-nous, employeurs français, pour identifier que les choses ont été faites correctement? J'avoue que ce sujet n'est pas forcément bien cadré. On a plusieurs questions qui reviennent un petit peu sur le thème et la notion d'indépendant, notamment la question de Marion. Peut-on considérer qu'un créateur lumière d'un spectacle est indépendant, même si ses temps de travail en France sont organisés dans le cadre de résidences de création organisées par l'employeur français? Je me hasarderai pas à apporter une réponse catégorique là-dessus, c'est très délicat, il faut analyser la situation, mais j'entends que ces temps de travail sont organisés dans le cadre de résidences de création organisées par l'employeur français. Tout ça me fait penser à justement un service organisé et donc pas forcément en adéquation avec un travail indépendant. Mais bon, c'est une question pointue, il faudrait analyser la situation. On a aussi d'autres questions concernant le lien de subordination. Hop, je l'ai perdu. C'était la question de, j'essaie de revenir dessus, que j'ai mis en favori. Mince. Je reviens dessus. Voilà, la question de Vincent sur un artiste anglais. Un artiste musicien étranger de Grande-Bretagne présente un formulaire A1 avec la case employed, employé, salarié, coché, mais il s'agit de sa propre entreprise. Est-ce que c'est interprété par l'administration comme un lien de subordination à soi-même qui empêcherait la mise en œuvre de la retenue à la source? Enfin, qui empêcherait pas la mise en œuvre de la retenue à la source, qui empêcherait La la notion mise en œuvre d'indépendance. On parle, je du pense, du paiement lien des de cotisations à subordination et de l'extérieur. l'indépendance. Je sais pas. La question c'est qui le sait? Qui le sait qu'il est salarié de sa propre entreprise? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Question délicate. Je pense difficile de répondre comme ça à brûle pour point. Oui, des Ma questions. réaction c'est qui peut le savoir qu'en fait c'est sa propre entreprise? Je sais pas. Oui. Une question de Caroline, question un petit peu plus globale. Les cotisations dues à l'étranger n'apparaissent pas sur les feuilles de paye. Enfin, c'est une question. Alors ça c'est une question pratique. Mon constat qui n'engage que moi, c'est qu'effectivement, quand il y a des employeurs qui recrutent, des artistes étrangers qui sont en situation de détachement, dûment formalisés par le formulaire qui va bien, en effet, le bulletin de salaire est souvent très, light. Il y a la cotisation congé spectacle et puis bon, c'est à peu près tout, quoi. Hem Si les choses étaient faites jusqu'au bout, il y aurait normalement sur le bulletin, eh bien, il y aurait, les cotisations, calculées selon les règles du pays d'origine, de manière à ce qu'il y ait l'identification de la part patronale, la part salariale. Sauf que, ça ne tiendrait pas debout. Pourquoi? Parce que vous savez que le bulletin, il génère plus tard une DSN. Or, si les cotisations
ne sont pas dues en France, il ne faut pas qu'il y ait de cotisation sur le bulletin. Donc, en fait, il est logique que sur le bulletin, il n'y ait pas les cotisations dues en France. Donc, ça veut dire que si je fais mon travail jusqu'au bout et si je fais en sorte de payer les cotisations dans le pays d'origine, eh bien, je vais faire ce calcul sur un autre document. Une question de Fanny aussi, générale, je pense qu'on en a un petit peu parlé, mais ce serait peut-être bon de le rappeler aussi. Les mêmes règles s'appliquent-elles pour les techniciens étrangers? Alors, sur ce qu'on a évoqué, le principe est général. La question du détachement, ce n'est pas propre aux artistes du spectacle. Les règles sociales que l'on a évoquées, hein, j'ai le formulaire 1, j'ai pas le formulaire, donc c'est valable pour tout type de salariés, y compris les techniciens. La différence peut-être, s'il y a une différence, c'est d'un point de vue fiscal. Rappelez-vous, d'un point de vue fiscal, ce qu'on a dit, c'est que par défaut, il y a une retenue à la source. Et vous avez vu hein, la vignette qu'on a présentée pour les artistes du spectacle, la retenue à la source de l'impôt donc, c'est le brut avec un petit abattement de 10% et un taux forfaitaire de 15%. Ça, c'est pour les artistes du spectacle. C'est un article précis du Code général des impôts. Pour les techniciens, ils sont assimilés à des salariés lambda, et donc la retenue à la source, si retenue à la source il y a, se calcule selon la règle de droit commun avec un calcul par tranche de rémunération. Voilà. Après, on a des questions encore qui concernent vraiment des cas particuliers. Eh oui, délicat. Ouais. Notamment avec les États-Unis, quelles sont les conditions pour accepter une facture d'un artiste américain? Eh ben, les Américains, c'est hors Union européenne, donc la présomption de salariat s'applique. Hein, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, ça me semble délicat d'accepter une facture d'un artiste américain. Encore une fois, condition de fond, bah, il faudrait qu'il soit en totale indépendance. Et conditions de forme, en cas de contrôle URSSAF, le contrôleur URSSAF peut s'appuyer sur la présomption de salariat pour remettre en cause le fait que vous ayez payé sur facture. Hein. C'est un risque. Il y a une question concernant justement l'équivalent du formulaire A1, c'est-à-dire le Baltimore Form, question de Pascal. Est-ce que le Baltimore Form, l'équivalent du A1 pour les artistes venant des États-Unis, est valable pour une tournée organisée par un employeur français dans un autre pays que la France? La réponse est oui. La réponse est oui. On reste toujours sur le fait que vous êtes l'employeur français. Vous sollicitez un artiste américain qui vient avec le formulaire SE 401 ou SE 402, je ne sais jamais. Le fait que vous faire une tournée dans d'autres pays d'Europe ne change rien au fait que vous, salarié, cet artiste, donc ce sont vos règles qui s'appliquent. Donc oui, c'est possible. Oui, une question aussi de Lisa concernant donc le système Smart. Smart ou d'autres permettent de payer des cotisations dans le pays d'origine. Mais est-ce légal de faire appel à ce genre de prestataire que je ne connais pas personnellement? Je pense que vous faites référence à Smart FR. Je sais pas, il faut voir avec eux. Faut voir avec les organismes habilités à répondre sur la question de la légalité de tel ou tel organisme. C'est ça, est-ce que le prestataire est habilité ou pas, en fait? C'est surtout ça la question. Oui, oui, ça on est un peu, ouais. Bon, c'est pas l'objet de la webconférence dans tous les cas. Une question aussi, qu'est-ce qu'on a? Question d'Anthony. Peut-on engager un salarié européen et faire une prestation dans son pays en paye? Comment cela se passe? Je pense qu'on l'a déjà vu un petit peu. Oui, c'est une des questions qu'on a vues tout au début. Ouais. Je regarde les dernières questions qui arrivent. Une question de Natacha. Pour éviter d'avoir à payer les cotisations aux organismes des autres pays, ne vaut-il pas mieux cotiser en France pour simplifier les choses? C'est une question en fait, est-ce que je peux choisir ou pas? Est-ce que je peux prendre quelque chose qui est plus simple ou pas? Alors, mon avis là-dessus, c'est qu'il est clair que si vous payez les cotisations sociales en France, bah déjà, les cotisations sociales ont été payées, premier point, déjà. Donc, il n'y a aucun risque en cas de contrôle ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il n'y a pas de risque
avec le fait que le pays étranger puisse réclamer quoi que ce soit. Donc oui, c'est une certaine manière, d'une certaine manière, c'est le moyen de simplifier la vie par certains aspects, oui. Mmh. Une question de Laurie qui nous concerne, directement. Les artistes étrangers doivent donc avoir un numéro de congé spectacle français? Alors oui, dès lors que la cotisation congé spectacle a été versée, bien sûr, les artistes ou les techniciens finalement auront droit à leur congé. Et donc effectivement, quand ils feront leur demande de congé, eh bien, ils s'immatriculeront et il y a un numéro qui leur sera généré. Et oui, oui, automatiquement. Une autre question concernant les congés d'Ingrid, c'était dans le cadre d'embauche d'artistes étrangers, mais travaillant dans leur pays d'origine, les congés spectacles, les retenues à la source payées en France, qui finalement ne bénéficient pas à l'artiste, servent à quoi? C'est la question, si c'est plus une question philosophique, là, on n'est peut-être pas à même de Ouais. répondre. Mais dès lors qu'il y a encore une fois cotisation congé spectacle, il y a des droits qui sont générés. L'artiste, il fait sa demande ou il ne fait pas sa demande. S'il fait sa demande, il bénéficiera de l'indemnité congé, hein. Et voilà, ça c'est automatique, hein. Quand bien même il est étranger. On a pas mal d'artistes étrangers qui font leur demande, donc effectivement ça fonctionne. Il y a des sujets qui reviennent, mais je pense qu'on a déjà répondu sur les dernières questions, il me semble. On parle toujours du prestataire Smart, mais ça, on y a répondu. Ouais. Dernière question. Je suis sur les dernières questions, là, en fin de Ok. chat, hein, Pascal. Ok. Des questions et des compléments de Nati. Dans le cas d'une coproduction avec une entreprise étrangère, ça défile, pardon, j'ai loupé. Dans le cas d'une coproduction avec une entreprise étrangère, oui, donc là on parle d'une coproduction avec une entreprise étrangère d'un spectacle en France, qui est employeur du plateau artistique? Ah ben, dans ce cas-là, quand il y a une coproduction, les parties qui s'associent pour produire doivent déterminer qui va être l'employeur. Donc c'est telle ou telle structure, soit une structure qui a été montée pour l'occasion. Donc ça, on ne peut pas répondre a priori, ça dépend de la négociation qui a été conclue entre les coproducteurs. J'avais une autre question sur l'immatriculation, en fait. Oui, c'est ça, Ouais. c'est celle que je cherchais. La question de Elena, c'est ça? Oui, c'est probable. C'est ça. Si on paye les cotisations de sécurité sociale en France, est-ce que le travailleur étranger doit être immatriculé auprès de la sécurité sociale en France? Oui, Oui, il va l'être automatiquement, hein. Avec la première déclaration préalable à l'embauche, eh bien, il y a un numéro de sécurité sociale qui sera généré, donc il sera identifié. après, on a des questions. Une question de Tiffaine, là, qui, pour le cas, est employeur française. Elle emploie des salariés français pour une tournée à l'étranger. Quelle démarche faire? Alors, il y a pas de démarche particulière sur les questions qu'on a eues, hein, sur les questions qu'on a eues. Les démarches, c'est les questions des questions administratives concernant la venue dans le pays étranger. Mais a priori, vous restez autonome et donc vous intervenez en tant qu'employeur de vos propres salariés. Une question de Marina qui rejoignait aussi tout à l'heure l'immatriculation avec le numéro de sécurité sociale. Peut-on établir un bulletin de salaire à un artiste ou un technicien étranger sans qu'il ait de numéro de sécurité sociale français? Le numéro de sécu est généré par la déclaration préalable à l'embauche. On peut le reconstituer, les logiciels de paye savent le reconstituer, tout du moins en partie, avec, vous savez, le pays de naissance, la date de naissance, le sexe. Donc à un moment donné, le numéro de sécurité sociale est généré. Ah, j'ai une question, Stéphanie, pouvez-vous parler de l'après sur l'aspect fiscal? Sur l'aspect fiscal. Donc sur le bulletin de salaire, j'ai calculé la retenue à la source, dès lors où l'impôt était dû en France, hein, c'est ça sa question. Dans ce cas-là, j'ai un formulaire spécial de l'administration fiscale sur lequel je vais déclarer la retenue à la source et donc je vais payer le montant de la retenue à la source de l'impôt que j'ai calculé sur le bulletin de salaire de mon artiste étranger et je reverse cette somme à l'administration fiscale. J'ai plus le numéro du formulaire, mais on trouve ça sur un moteur de recherche sans difficulté.
Une question de Jeanne. Quid des formulaires A1 demandés aux artistes français, cette fois-ci, embauchés par une entreprise française pour jouer dans un théâtre étranger? Peut-être que sa question, c'est quelle est la démarche pour les formulaires A1? Comment faut-il se les Bah, procurer? la démarche, c'est la même, quel que soit le pays dans lequel on est. L'artiste va auprès de sa caisse de sécurité sociale et demande à avoir ce formulaire. Après, pourquoi dans ce cas de figure-là, pourquoi il y a cette question, je ne sais pas trop. Peut-être pour justifier la situation, la bonne situation, au regard du théâtre, du lieu d'accueil étranger. Je pense qu'on a regroupé les thèmes et qu'on a fait le tour, des thématiques des questions en tout cas. J'espère qu'on a enfin, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Mais on a fait un bon tour Donc, d'horizon là sur cette petite heure. Merci beaucoup Philippe, hein, pour, cet accompagnement. merci à toi pour ces explications. Excellente journée, à tous. On se voit donc, le 14 avril prochain où on parlera convention collective. Bonne fin de semaine, bon week-end. Merci, au revoir à tous.